Toujours dans ce chapitre, le président du CPT, Fritz Alfonjean, a tenu une réunion le 20 mars 2025 avec les chefs des forces de l'ordre, dont le directeur général de la PNH, Ramon Ormil, le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Derby Guerrier, et le commandant en chef de la mission multinationale de soutien à la sécurité, Godfrey Otungue. Depuis l'installation du CPT il y a environ un an, de nombreuses réunions se sont enchaînées, aboutissant aux résultats que l'on connaît, tandis que les habitants de la capitale subissent de plus en plus les assauts des gangs armés. Malgré les efforts de la PNH, les gangs armés continuent de mener leurs offensives sans rencontrer de réelle résistance capable de freiner leur progression. Dans certaines zones, la situation se détériore au point que certains, notamment la presse étrangère, évoquent la possible chute imminente de la capitale haïtienne aux mains des gangs. Pendant ce temps, les autorités actuelles poursuivent leur agenda électoral en mettant en place les bureaux de vote à travers les départements et les communes. Vers quoi se dirige-t-on? Comment expliquer une telle évolution de la situation alors que les forces de l'ordre disposent de meilleurs équipements qu'auparavant? Pourquoi n'observe-t-on pas de progrès significatifs alors qu'une mission multinationale est déployée pour appuyer la PNH? Pour analyser cette crise sécuritaire et politique, Metro News reçoit ce soir Maître Price Cyprien, ancien député. Bonsoir Maître Price Cyprien, merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir Rose Berlin, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous sur Métropole pour commenter l'actualité et voir comment évolue la situation sécuritaire du pays. Justement, vous êtes avec nous pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, nous assistons à l'avancée des groupes armés dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Certains disent que Port-au-Prince est sur le point de tomber totalement aux mains des bandits. À ce point, Maître Cyprien, est-ce quelque chose qui est vraiment inévitable? Bon, moi je pense que quand on doit analyser la situation de ce qui se passe actuellement à Port-au-Prince, il ne faut pas rester seulement maintenant. Il faut remonter un petit peu en arrière parce que il faut dire que depuis le tremblement de terre de 2010, du 12 janvier 2010, il y a eu une nette évolution. On a vu d'abord l'effondrement physique de l'État, particulièrement tout ce qu'il y avait à Port-au-Prince comme symbole de l'État s'est effondré. Et progressivement, il y avait une marche à suivre. Et en 2012, on a eu un décret déclarant d'utilité publique toute la zone métropolitaine, sortant du bas de la ville jusqu'à Nazon. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer dans un premier temps, le gouvernement a tenté de déloger les habitants de cette zone en les indemnisant. Je pense que ça n'a pas marché. Et maintenant, au niveau des laboratoires, ils ont mis un plan B, parce que inévitablement, il fallait déloger tout ce qui se trouvait au centre-ville. Et je pense qu'on est arrivé là. Depuis qu'on avait vu par le biais de Madame Lalime, qui avait tenté de dire au gouvernement d'alors, c'est-à-dire au temps de Jovenel, il faut fédérer les gangs, il fallait s'y attendre. Avec la coalition des gangs aux alentours de Port-au-Prince, la situation sécuritaire ne pouvait pas être autrement. Maintenant, est-ce qu'on va dire que Port-au-Prince va tomber inévitablement? Avant justement de continuer, vous aviez évoqué deux points qui sont extrêmement intéressants. Vous avez parlé justement de cette tentative de déloger les habitants du centre-ville jusqu'à Nazon. Vous faites référence à quel gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous imputez la responsabilité de ce qui se passe à ce gouvernement qui a essayé de déloger ses habitants? Moi, je pense qu'il y a un cheminement. De 2012 à nos jours, il y a eu un cheminement. Parce qu'en 2012, il y a eu un décret déclarant d'utilité publique toute la zone métropolitaine. Et à cette époque, on avait tenté d'indemniser tous ceux du bas de la ville qui voulaient se déplacer. Là, vous faites référence à la présidence de Michel Martelly. Ça n'a pas marché politiquement. Vous faites référence à la présidence de Michel Martelly, puisque vous êtes en 2012. En 2012, effectivement, il y a eu cet arrêté-là. Mais ce qu'il faut remarquer, sous le gouvernement de Jovenel,
il y a eu déjà cette évolution timide des hommes armés qui n'étaient pas vraiment à cette dimension, à la dimension d'aujourd'hui. Et sous l'indication je pense que c'était Mme Lalime à l'époque qui représentait les Nations Unies, et elle avait demandé au gouvernement de Jovenel de fédérer les groupes armés. On n'appelait pas encore à cette époque des groupes armés. Et vous avez vu que avec la fédération des groupes armés, la situation s'est empirée. Et maintenant, aujourd'hui, voilà dans quelle situation nous sommes, parce que l'État est comme pris en étau entre les divers groupes armés qui se trouvent dans l'aire métropolitaine, et on a comme l'impression qu'il y a eu une inertie de l'État, il y a une certaine complicité de l'État dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'État n'agit pas vraiment contre ce qui se passe. C'est pour cela que de nos jours, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître des brigades de vigilance, dans les quartiers qui tentent de se défendre. Est-ce que l'État, les autorités étatiques vont nous laisser arriver à ce point où ce sont les organismes d'autodéfense qui vont défendre la situation? Or, nous avons des autorités étatiques qui peuvent intervenir et empêcher qu'on arrive au pire. Nous allons revenir à justement notre première question, ce volet de la première question, ce que vous pensez. Est-ce qu'aujourd'hui Port-au-Prince va inévitablement tomber totalement aux mains des gangs? Mais vous aviez évoqué tout à l'heure les groupes d'autodéfense et ces groupes qui aujourd'hui appellent à la désobéissance civile, qui appellent à la révolte. Quelle est votre lecture par rapport à tout ça? Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut constater? Il y a des groupes d'autodéfense qui cherchent un moyen pour s'organiser afin de pouvoir donner une réponse à la terreur des gangs. Maintenant, est-ce que l'État, les autorités étatiques devraient laisser que la situation se passe comme ça? Que ce soit la population qui s'organise pour pouvoir se défendre. Moi, je pense qu'il y a un minimum. Quand on est au niveau de l'État, quand on dirige, quand on a les rênes du pouvoir, et comme on dit, diriger, c'est prévoir, il faut se donner les moyens afin de pouvoir donner satisfaction à la population. On ne peut pas laisser le peuple haïtien aller dans une situation de Rwanda bis, comme ça s'est passé en 1994 où il y avait un génocide. Moi, je pense qu'on a eu assez de leçons de l'histoire et même de l'histoire internationale. La communauté internationale, les autorités étatiques devraient quand même agir pour empêcher qu'on se retrouve dans une situation qu'on pourrait appeler une situation de non-retour. Alors, comme dernière question, toujours concernant ce dossier justement, selon les chiffres, Port-au-Prince, la capitale haïtienne, est assiégée à 85%, ou du moins au moins 85% est assiégée par les gangs armés. Que faire? Comment éviter que le reste ne tombe aux mains des bandits aujourd'hui? Bon, ce que je viens de dire que les rênes du pouvoir se trouvent entre les mains des autorités étatiques. Il est temps que je dirais, le ministre de la Justice, le Premier ministre, le chef de la police, le chef de l'armée, il est temps que, réunis à travers le CSPN, qu'ils trouvent une stratégie efficace afin de pouvoir éviter le pire. On ne doit pas trop s'alarmer et envoyer quand même de mauvais signaux disant que Port-au-Prince est à 80%, est déjà tombé à 80% entre les mains des gangs armés. Ce sont des chiffres qui sont disponibles depuis quelques temps déjà. Elles doivent agir. On ne doit pas se trouver dans une situation où on réagit toujours face à une action perpétrée par les gangs armés. Il faut que ce soit l'autorité, il faut que ce soit l'État. Parce que disait Weber, l'État détient le monopole de la contrainte physique légitime. Si l'État détient le monopole de la contrainte physique légitime, l'État doit agir. L'État ne doit pas se trouver dans une situation pour réagir à chaque action des gangs armés. L'État va réagir pour courir après les gangs. Mais non, je pense que s'il n'y a pas un plan établi pour finir avec les Haïtiens, et s'il n'y a pas un plan dans lequel il y a une certaine complicité des autorités étatiques,
Maintenant, l'heure est à l'action. Il faut agir, il faut rétablir la paix dans le pays. Je ne suis pas là pour indiquer aux autorités étatiques les moyens à prendre pour rétablir la paix dans ce pays, mais je pense que diriger, c'est prévoir, diriger, c'est agir, c'est administrer. L'État et les autorités étatiques doivent prendre les mesures nécessaires pour rétablir la paix dans ce pays et éviter qu'on ait à dire que Port-au-Prince est tombé à 100% entre les mains des gangs armés, parce que la puissance de l'arsenal de l'État est plus forte que ce qu'on retrouve actuellement entre les mains des gangs armés. Alors, selon Pludon, ces autorités que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas agir, soit par incompétence ou par volonté. Est-ce un avis que vous partagez? Sinon, est-ce qu'il y a une autre alternative aujourd'hui? Puisque vous l'aviez dit, les autorités doivent agir. Est-ce qu'ils peuvent vraiment ou est-ce qu'ils veulent vraiment agir aujourd'hui? Ah ben c'est ça. Et actuellement, on est dans le doute. Est-ce que les autorités étatiques veulent agir vraiment? Parce que de temps à autre, on entend, bon voilà, on a envoyé des troupes par-ci, des troupes par-là pour réagir face à l'action des gangs. Moi, je pense que l'assaut, les autorités étatiques doivent donner l'assaut sur Port-au-Prince. Essayer de, comme ils ont dit, avec l'appui des forces multinationales qui sont là. Parce qu'elles ne sont pas là en spectatrices. Donc je pense que normalement, si les Nations Unies ont fait venir de l'aide dans une mission internationale pour aider le peuple haïtien, pour aider les autorités, parce que si le peuple se déchaîne, ça va se passer autrement. Mais pour aider les autorités à agir, je pense qu'il faut une certaine cohésion dans l'action gouvernementale et l'action internationale pour soulever ce lourd fardeau sur le dos du peuple haïtien. Parce que ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça. Je pense que si on laisse la solution au peuple, ça ira au pire. Et comme dernière question, Maître Cyprien, les autorités, malgré le contexte sécuritaire, avaient mis l'accent sur les élections aujourd'hui. Et récemment, nous avions assisté à une petite cérémonie où on a installé 65 nouveaux membres des BED et BEC pour le Conseil électoral provisoire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'heure est vraiment aux élections? Ce sera très difficile. Faire des élections à la fin de l'année, déjà, il faut parler du où va la situation. Je ne pense pas que le possible, même si on a présenté, bon, c'est bien pour le Conseil électoral de mettre en place la machine, mais je ne pense pas au Prince. L'université est pratiquement tombée, les écoles organisent, les lycées, donc presque partout au niveau de la capitale, on n'arrive pas à servir la population. Merci infiniment pour votre analyse de la situation, Maître Price Cyprien. Merci encore. Voilà donc l'analyse de l'ancien député Maître Price Cyprien concernant la situation sécuritaire. Il était l'invité de Maître News ce soir.